Tiana Giraud est avec nous sur ce plateau. Bonjour et merci Bonjour. d'être là. Donc, je le disais, vous êtes membre de l'Académie des sciences, biologiste de l'évolution, spécialiste de la biodiversité, directrice de recherche au CNRS, mais aussi autrice de La biodiversité en infographie chez Tana Éditions. C'est paru en 2026. Alors là, on est au 4e jour consécutif pour la France de vigilance rouge canicule. Il fait très chaud, on l'a compris, parfois plus de 40 degrés. Hier, ça a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays. Je le disais, ce record pourrait être encore battu aujourd'hui. On attendra d'en savoir plus ce soir. Est-ce qu'il ne faut pas se leurrer? Ces épisodes, ils vont revenir de façon assez récurrente en France et ça y est, c'est établi? Oui, ça fait des années que les scientifiques le disent. Alors ça, c'est sûr, ils le disent, mais est-ce qu'on les entend, est-ce qu'on Voilà. les écoute? Ça, c'est un peu le problème. On voit qu'il n'avait pas complètement tort, que les épisodes de canicule vont se répéter, devenir de plus en plus fréquents, de plus en plus forts. Les épisodes de sécheresse, aussi les inondations en contrepartie, ça va dérégler tout le cycle de l'eau. Donc oui, il faut s'attendre à ce que ça se répète, voire que ça s'amplifie fortement. Vous le disiez, pourtant, ça fait des dizaines d'années que les climatologues, que les scientifiques alertent sur les conséquences de ce réchauffement climatique. Ils martèlent qu'il faut réduire ces émissions de gaz à effet de serre, notre dépendance notamment aussi aux énergies fossiles. Voilà où on en est. Les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, étaient pourtant clairs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, donc, et qu'est-ce qui fait que pourtant, c'est pas faute de l'avoir dit, et comme je le dis depuis des dizaines d'années. Alors, si je savais, on le mettrait en œuvre ce qu'il faut pour que ça change. Effectivement, les scientifiques le martèlent. Il faut réduire il faut arriver à la neutralité carbone parce que le climat se réchauffe. Là, on n'arrête pas d'entendre parler d'adaptation à la chaleur, mais il faut d'abord éviter que ça continue à s'amplifier et à se réchauffer parce que là, c'est déjà à peine supportable et ça va continuer à augmenter, à se réchauffer. Plus on émet toute molécule de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, va contribuer à augmenter le dérèglement climatique. Donc, il faut stopper au maximum les émissions. Et on a le même problème sur la biodiversité, qui souffre, donc la faune, la flore, les micro-organismes souffrent de cette chaleur. Or, ils contribuent justement à nous aider à lutter contre le dérèglement climatique. Les forêts, les tourbières, les océans stockent énormément du carbone qu'on émet. Or, depuis 2 ans, 3 ans, les forêts, par exemple, sont en tel état de sécheresse, de stress, qu'elles n'ont pas stocké du carbone. C'était les premières années où elles ne jouaient pas leur rôle de puits de carbone. Donc ça veut dire qu'en plus, tout le CO2 qu'on émet va avoir des conséquences encore plus directes sur le climat, puisqu'il va être moins absorbé par la biodiversité, par toutes ces zones humides aussi qui stockaient du carbone et qu'on assèche, qu'on fait disparaître. Ce qui veut dire en gros que si l'un va bien, l'autre va bien aussi. Si on fait le lien entre la biodiversité et le climat, les deux sont liés. Et on a besoin, nous, les êtres humains, de l'un et de l'autre pour qu'on avance dans le bon sens. Voilà, c'est exactement, ils sont interdépendants. C'est vraiment 2 faces d'un même Rubik's Cube qu'il faut traiter en même temps. Si on traite sur un Rubik's Cube qu'une seule face, que par exemple le climat, on désorganise toutes les autres, alors que le climat dépend de la biodiversité, puisqu'elle aide tout le carbone qui est stocké par les océans, par les forêts, aide à limiter le dérèglement climatique. Et inversement, le dérèglement climatique impacte très fortement la faune, la flore, la biodiversité, qui nous rend plein d'autres services au-delà de stocker du carbone, qui sont aussi gravement menacés. Tout ce qui est pollinisation, mais même au-delà, la pollinisation, on commence à en entendre parler. On parle souvent aussi des abeilles, notamment. Voilà, c'est ça, mais il n'y a pas que ça qui nous rend des services, il n'y a pas que les abeilles. Déjà, il y a tous les autres pollinisateurs sauvages, mais il y a aussi toute la fertilité des sols. De la même façon qu'on ne peut pas cultiver la plupart de nos cultures sans pollinisateurs, on ne peut pas non plus cultiver des plantes si les sols sont stériles. Or, on est en train de stériliser les sols, à la fois par le dérèglement climatique, mais les aussi pesticides. Exactement toutes les molécules toxiques qu'on répand de plus en plus souvent et de façon inutile en prévention, toute la destruction des habitats naturels. Donc ça met en danger tout ce qu'on appelle ces services que nous
restaurant la nature, donc la fertilité des sols, mais aussi la régulation de l'eau. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'inondations, c'est pas seulement le fait qu'il y a le dérèglement climatique, en partie, mais c'est aussi... Les sols n'absorbent plus aussi ce qui doit être absorbé. Exactement, il n'y a plus tous les micro-organismes, les vers de terre qui font des micro-aérations, qui agrègent les particules, qui permettent à l'eau de s'écouler. Il n'y a plus les racines des végétaux, il n'y a plus les zones humides qui font tampon entre des périodes où il y a trop d'eau ou des périodes où il n'y a plus assez d'eau. Donc c'est vraiment un problème global où il faut vraiment que le grand public et surtout les décideurs arrivent à se rendre compte que le plus grand problème, la plus grande priorité actuellement, c'est de garder notre planète habitable. Ouais, et ça c'est. Et d'ailleurs c'est ça qui est fou, pardonnez-moi l'expression, mais on se rend compte que, enfin, on a beau le dire, le faire, il reste encore beaucoup de climato-sceptiques, et ça c'est quand même assez. Il faut qu'il y ait des épisodes comme ça, et même malgré ces épisodes, il y en a encore qui disent mais non mais c'est rien. Voilà, il faut garder les énergies fossiles. C'est une question d'argent aussi sans doute parfois. Voilà. Mais alors justement la question de l'argent est pas. Évidemment c'est un problème, il faut trouver de l'argent, mais ça coûte énormément plus cher de rien faire que d'agir en amont, de préserver la biodiversité qui nous aide à avoir de l'eau pure gratuitement, qui nous aide à polliniser gratuitement, qui nous aide à avoir des sols fertiles gratuitement, qui nous aide à climatiser. Les arbres sont les meilleurs climatiseurs. Il faut en replanter dans les villes, par exemple, au lieu de les supprimer. Et donc tout ça coûte moins cher. Par exemple, donc la ville de New York devait faire quelque chose, purifier son eau qui était devenue pas potable. Et donc ce qu'elle a décidé de faire, c'est pour 1 milliard de restaurer ces bassins versants qui purifiaient l'eau au lieu de construire une usine qui coûtait 8 milliards. Donc il faut utiliser aussi ces solutions fondées sur la nature qui sont très efficaces et beaucoup moins chères que d'autres solutions technologiques qui sont en plus moins efficaces. Alors l'Europe se réchauffe vite car les terres se réchauffent plus rapidement finalement que les océans dans un sens. On parlait des sols, l'agriculture, les plantations sont grandement touchées. On va regarder cet exemple de ce reportage qui a été tourné en Normandie où certaines cultures pourraient se dessécher en quelques heures en raison de la température élevée du sol cumulée au vent chaud. Cela pourrait entraîner des pénuries de fruits, notamment dans les semaines à venir. C'est un reportage signé Mathilde Collet, Antoine Morel. On y revient juste après. La cueillette a commencé tôt ce matin pour les habitués de cette exploitation venus faire leur marché. On souffre moins pour nous aussi. À la fraîche ? À la fraîche, c'est quand même mieux, nettement mieux. Mais cette année, dans les rangs, ils l'ont remarqué, avec la canicule, les légumes sont un peu plus rares, ou bien ils sont tout petits. Tout petits, mais ça changera en légumes. C'est pas très grave. Un chou-fleur. Pour une personne. Mais bon, c'est mieux que rien. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, il faut venir en fin de journée, après que les légumes de Patrick Pierre aient passé 15 heures au soleil, comme ces brocolis tout rabougris. Aujourd'hui, il n'y a rien et ils ne feront rien. Car à la chaleur s'ajoute un autre phénomène appelé l'effet sèche-cheveux. Quand la température dépasse les 42 degrés et qu'un vent sec se lève, la végétation peut griller en quelques heures. C'est le vent d'est qui assèche et on a du mal à suivre en termes d'irrigation. La plante a d'énormes besoins en eau qu'on n'est pas forcément en capacité de fournir, de satisfaire. Conséquence, pour les salades plantées la semaine dernière, il n'y a déjà plus rien à faire. Déjà arrosé 3 fois, mais bon, celles qui sont sèches comme ça, c'est fini, Chaque jour, la même inquiétude pour Patrick et son frère au moment de relever la température sur leur station météo. Verdict brûlant. 44. J'avais vu depuis toujours. Depuis plus de 50 ans, je n'ai jamais vu ces températures-là en pleine journée au mois de juin. Autre conséquence de cet effet sèche-cheveux, l'augmentation des risques d'incendie. Pour limiter le danger, ces agriculteurs vont laisser les moissonneuses à l'arrêt jusqu'à demain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ça? Des fruits, des légumes qui sont plus petits, qui ont du mal à pousser. L'agriculteur qui dit qu'il n'arrive pas à suivre en termes d'eau pour arroser notamment ses fruits et ses légumes pour qu'ils poussent. On va vers ça, si on réagit pas? Oui, c'est pareil. Ça fait des années que les scientifiques alertent qu'on ne va pas pouvoir continuer le système agricole tel quel, intensif, en utilisant des plantes qui sont très gourmandes en eau et à des périodes en été où il n'y a justement pas d'eau. Et donc, voilà, les solutions, elles sont connues, elles sont relativement simples à mettre en place. Il faut
limiter au maximum le dérèglement climatique et adapter notre système d'agriculture. Et vraiment, ça permet de se rendre compte aussi à quel point toute la petite musique qu'on entend qui dit qu'on oppose la biodiversité, le climat à la production agricole est complètement faux. C'est vraiment au contraire, on ne pourra pas nourrir la France et la planète dans une France à 50 degrés, sans eau, sans pollinisateurs et sans sol fertile. Donc, si on veut pouvoir avoir une souveraineté alimentaire, pouvoir nourrir les Français et la population, au contraire, il faut respecter la biodiversité, limiter le dérèglement climatique. Donc, ça veut dire limiter les pesticides, ça veut dire limiter les cultures qui sont principalement pour le bétail. Donc, ça veut dire aussi adapter notre consommation, peut-être. Notre consommation de viande. Exactement, ce qui est bon pour la santé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Globalement, tout ce qui est bon pour le climat et pour la biodiversité, c'est bon pour la santé humaine. Moins de biodiversité, plus d'arbres, plus d'espaces verts, manger plus de légumineuses, moins de viande. Globalement, on a toutes les solutions. Ça veut dire aussi, donc effectivement, ça demande de l'adaptation, ça demande d'accompagner les agriculteurs. C'est pas contre les agriculteurs, c'est au contraire. Ils seront beaucoup plus heureux avec une agriculture moins intensive, moins dépendante des pesticides qui coûtent très cher, des intrants, mais ça veut dire les accompagner. Et donc, ça veut dire réorienter les subventions qui actuellement aident une agriculture hyper intensive. Par exemple, si le bio est moins cher, c'est principalement parce qu'il est moins subventionné, alors que ça devrait être exactement le contraire pour le bien commun et pour l'avenir de notre agriculture et de la vivabilité de notre planète. Donc, ça veut dire réorienter ces subventions qui vont majoritairement à de l'élevage hyper intensif, à de l'agriculture avec sous perfusion de pesticides et d'intrants, et au contraire, aider les agriculteurs vers une transition vers une agriculture donc avec plus de légumineuses par exemple, moins d'élevage intensif, plus de variétés de cultures dans les écosystèmes. Donc l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique, montre que c'est tout à fait faisable. On peut produire très bien dans ces conditions-là avec des agriculteurs qui en vivent et qui en vivent même mieux. Mais est-ce que les agriculteurs, justement, sont tous pas forcément prêts à entendre ça encore aujourd'hui ? La plupart des agriculteurs qui sont contre, c'est les très gros agriculteurs qui, évidemment, bénéficient de ces subventions qui vont vers l'agriculture intensive. On en revient encore à une histoire de sous. Exactement. Pour quelques-uns, c'est ça. C'est vraiment un accaparement des ressources communes, du bien commun, que ce soit l'eau ou ces subventions, alors que ça devrait aller vers le bien commun et garder une planète habitable. J'évoquais tout à l'heure la Terre qui se réchauffe encore plus vite que les océans, mais il y a aussi toutes ces conséquences sur les océans et sur la mer, puisque l'écart de température vire au rouge vif en ce moment, que ce soit dans les eaux du golfe de Gascogne, la Méditerranée. Tout est en surchauffe. Près de Marseille, la température de l'eau a affiché environ 25 degrés. C'est 3 degrés au-dessus de la normale à cette période. On va regarder ce reportage de Simon Ricotier, Noémie Dahan et Pierre Véraud. Et on va revenir notamment sur la biodiversité marine avec vous juste après. À Marseille, même la mer n'est déjà plus un refuge de fraîcheur. 35 degrés sur la plage, 25 dans l'eau. Pour un mois de juin, c'est un peu trop, selon ses habitués. L'eau est trop chaude, tout simplement. Voilà, ça se dit, c'est agréable et on n'est pas rafraîchi. Moi, j'ai jamais vu ça, clairement. Là, on voit depuis 2-3 ans, on monte très facilement à des 28 degrés, 29 degrés. Ce pêcheur sous-marin fait le même constat sous la surface. Quand je vais sous l'eau, normalement, au bout de 2-3 mètres, je sens directement une différence de température. Mais là, je la sens de moins en moins. 25 degrés, c'est la moyenne dans cette partie de la Méditerranée, 3 de plus que la normale. Et 21 dans l'Atlantique, au lieu de 18. Des températures qui font souffrir les écosystèmes marins. Grâce à ces appareils qui effectuent des relevés, ces chercheurs recensent les espèces sous-marines et étudient leur état de santé. En ce moment, les canicules marines, c'est vraiment comme un feu de forêt dans la mer. Et dans la mer, comme vous avez du plancton, qui est la base de la chaîne alimentaire, qui ne peut pas se déplacer, ils ne peuvent pas éviter cette chaleur-là. Cette surchauffe des mers et des océans pourrait aussi avoir des conséquences sur les villes côtières. Car en temps normal, la terre est plus chaude et la mer plus froide, ce qui crée naturellement une brise marine, un courant d'air qui rafraîchit les côtes. En ce moment, l'océan est tellement chaud que ce phénomène a disparu.
Autre conséquence, une mer chaude, c'est plus d'humidité dans l'atmosphère. Des nuages d'orage pourraient se former et s'abattre sur le continent. Et c'est une tendance de fond, car la Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que le reste du globe. La canicule, c'est une période assez courte. Le changement climatique, c'est une période un peu plus longue. Donc là, effectivement, on a une évolution continue et on a effectivement des augmentations d'été en été. En 25 ans seulement, la mer Méditerranée a gagné 1 degré. Alors on l'a vu dans le reportage, cette hausse des températures de l'eau a des conséquences directes sur la biodiversité marine. Quelles sont-elles exactement? On l'a entendu, la personne parlait carrément de feux de forêt dans la mer. Oui, c'est une crise de biodiversité globale, ces canicules. En plus, c'est pas seulement qu'il fait trop chaud, c'est qu'il fait chaud trop tôt, à une période où beaucoup d'espèces se reproduisent. Donc ça met en danger toute une génération d'un très grand nombre d'organismes, en particulier donc dans la mer. En plus, quand il fait chaud, quand l'eau est plus chaude, elle retient moins l'oxygène. C'est un phénomène physique, les molécules s'agitent plus, elles relâchent plus les molécules d'O2, d'oxygène. Et donc, il y a aussi ce gros problème que les poissons sont moins oxygénés et les organismes marins, donc on les voit des fois remonter un peu à la surface, essayer d'avoir de l'oxygène. Il y a des espèces qui peuvent un peu bouger là où il fait plus frais, mais il y a plein d'espèces qui sont accrochées et qui peuvent pas bouger. Donc c'est aussi, ça risque d'être une vraie hécatombe et à une période, encore une fois, très tôt, et à une période qui est celle de reproduction. C'est pareil sur Terre, un des gros problèmes là, c'est non seulement il fait chaud, mais il fait chaud en début de saison, donc c'est un peu comme si on demandait à un marathon de courir un sprint dès le départ, déjà, alors qu'ils vont avoir tout l'été derrière. Et puis surtout, c'est une période où il y a des jeunes pousses, par exemple, qui risquent de pas pousser, mais ça veut dire ça a des conséquences en chaîne sur plein d'organismes, parce que s'il n'y a pas d'herbes que puissent manger des herbivores, les jeunes des mammifères, des herbivores, pareil, risquent de pas arriver à l'âge adulte. Les oisillons qui arrivent maintenant, les petites mésanges, elles ont besoin d'insectes, mais les insectes, ils ont émergé plus tôt parce qu'il faisait très chaud. Or, les oiseaux, eux, ont fait leur petit queue quelques jours plus tôt, alors que les insectes ont émergé 15 jours plus tôt. Donc, les petits, ils n'ont juste pas à manger. Donc, c'est pareil, ça risque d'éradiquer toute une génération. Les plantes, pareil, elles vont être en mode survie, elles n'ont pas assez d'eau. À l'époque où elles font leurs fleurs, leurs graines. Donc, il risque de, pareil, y avoir toute une génération de plantes qui ne font pas de graines. Il y a aussi un décalage, par exemple, les fleurs risquent d'avoir émergé, par exemple, 3 semaines plus tôt, mais les insectes, eux, seulement 15 jours ou une semaine plus tôt. Donc, il y a un décalage entre les fleurs et les pollinisateurs. Donc, les plantes ne sont pas pollinisées et les pollinisateurs, ils ne trouvent pas leur nectar, leur nourriture. Donc, c'est pas seulement... il y a évidemment l'effet des très fortes températures et de la sécheresse qui fait mourir les organismes, mais il y a aussi tous ces effets secondaires de stress à répétition, d'accumulation de la chaleur, et puis de cette chaleur extrême en période extrêmement sensible pour beaucoup d'espèces de la faune et de la flore, et les micro-organismes aussi. Est-ce que certains, justement, de ces micro-organismes, est-ce que la flore, la faune peuvent s'habituer, on va dire, petit à petit à cette chaleur et justement donc s'adapter. Donc en tout cas certains. On observe un peu d'adaptation avec effectivement par exemple des émergences plus tôt, mais le problème c'est que toutes les espèces s'adaptent pas au même rythme et donc il y a ce décalage d'entre ces équilibres qui ont mis des centaines de millions d'années à se former et donc là qui sont découplés. Les micro-organismes symbiotiques vont pas s'adapter à la même vitesse que les arbres et donc ils vont pas être ensemble au même moment. Et puis il y a aussi des gagnants dans cette calicule et malheureusement c'est souvent des espèces qui nous embêtent un peu, par exemple des parasites. Il y a les scolites des pins qui au contraire pullulent quand il fait chaud et sec et qui vont faire des gros dégâts sur les forêts de pins. Il y a aussi tous les champignons parasites de plantes, d'arbres qui en fait sont encore plus provoquent une maladie encore plus grave quand il fait chaud et sec puisque les arbres sont stressés et arrivent moins à se défendre. Il y a aussi parfois des insectes qui sont vecteurs de maladies, qui profitent de ces climats-là et qui vont disperser encore plus les maladies dont ils sont vecteurs, comme le palu ou autres. Donc malheureusement, les espèces qui sont gagnantes et qui arrivent à s'adapter, c'est pas forcément celles qu'on veut. Et puis il y a aussi tout le problème effectivement d'assèchement des mares et des ruisseaux très tôt, qui encore une fois risquent de supprimer toute une génération d'amphibiens, par exemple,
tous les têtards qui ont besoin de mares, d'assec jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte pour pouvoir en sortir. Là, si ça sèche trop tôt, ça fait disparaître toute une génération, pareil, de larves d'insectes. Oui, donc c'est vrai qu'on comprend en discutant avec vous que en fait on prend une toute petite chose toute petite et puis que les conséquences en fait après sont énormes. En fait finalement c'est un peu l'entonnoir inversé et ça ne s'arrête plus c'est finalement. La complexité du climat et encore plus de la biodiversité, c'est avec toutes ces interactions entre espèces, c'est qu'un petit dérèglement peut avoir des conséquences en chaîne très graves et irréversibles et avec des effets de bascule, des effets de point de bascule où globalement, ça peut tenir 1 ou 2 canicules, quelques épisodes, et puis tout d'un coup, ça risque de s'effondrer soudainement parce que ça a trop accumulé. Vous écrivez qu'il y a 2,15 millions d'espèces qui sont connues et qui sont décrites. Il y en a beaucoup du coup qu'on ne connaît pas aussi et il reste encore beaucoup à explorer et ça peut aussi nous aider pour la suite, pour l'avenir, pour le futur. Alors, effectivement, comprendre la biodiversité, comprendre les espèces, en découvrir de nouvelles, c'est toujours intéressant, ça nous aide à comprendre le monde. Mais globalement, là, à court terme, sur la crise de la biodiversité et la crise climatique, on comprend ce qui se passe et on connaît les solutions. Par contre, c'est vraiment une politique de les mettre en place qui manque. Oui, c'est ça le plus important. Un dernier mot sur l'accord de Paris qui a été signé en 2015. Il y a eu beaucoup d'espoir lorsque cet accord a été signé. Il avait été adopté lors de la COP21, la conférence internationale sur le climat. C'était le 12 décembre 2015. Ça visait à limiter la hausse de la température en deçà de 2 degrés. L'accord entré en vigueur l'année suivante ne prévoyait aucune contrainte. Sa mise en œuvre était soumise à la bonne volonté des États. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de tout ça ? Donc on a quand même réussi à réduire des émissions par rapport à s'il n'y avait pas eu cet accord. Donc c'est quand même des bonnes choses. C'est pareil, les COP ou même les COP sur la biodiversité. La dernière COP sur la biodiversité, il y avait eu des objectifs qui n'étaient pas contraignants par exemple, justement de réorientation des subventions délétères pour la biodiversité vers des actions bénéfiques pour la biodiversité ou préservation de 30% des terres émergées et des mers. Donc ça va dans la bonne direction, ces COP et ces accords. Mais effectivement, il y a toujours des mauvais élèves aussi en même temps. Et puis, ce qui manque, c'est vraiment la mise en œuvre de ces actions. Après, il y a des mauvais élèves. Que ce soit contraignant, que ce soit une excuse pour pas agir. Oui. C'est-à-dire qu'en Europe, en France, on est quand même des modèles et on peut montrer la voie justement et pas attendre que les autres le fassent ou se dire les autres le font pas, donc on le fait pas. Et en termes, nous, énergétiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a vu beaucoup d'usines de charbon qui ont fermé déjà. Il y en a qui parlent du nucléaire, les éoliennes. Ça va dans le bon sens, ça aussi ? Oui, c'est ça. Tout ce qui est décarbonation va dans le bon sens. Donc, c'est pas du pétrole ? Du charbon, voilà. tout ça. Donc ça va dans le bon sens. Il faut faire attention que ça n'ait pas des impacts délétères sur la biodiversité. C'est encore l'effet Rubik's Cube où se concentrer que sur le climat, ça peut dérégler les autres faces. Par exemple, si on met des fermes de photovoltaïques, on peut se dire c'est bien, ça décarbone. Seulement si c'est en supprimant des zones humides ou des vieilles forêts, c'est pas une bonne idée. Ou des champs agricoles également. Qui de toute façon stockaient déjà du carbone et étaient déjà très efficaces pour limiter le dérèglement climatique. Donc, il faut que ce soit pensé aussi en accord avec la préservation de la biodiversité. Donc, on garde espoir, on est d'accord. Ah oui. Il faut, et c'est important. On garde espoir. Il y a plein d'initiatives formidables. La biodiversité a une capacité de régénération, si on la laisse tranquille, qui est formidable. On voit dans les zones où il y a de la renaturation, du réensauvagement, où la biodiversité revient tout de suite. Donc, oui. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais il y a quand même... Il faut quand même garder un peu cette colère dans un sens des climatologues, des scientifiques, parce qu'il faut continuer à se battre. À quel point c'est grave la direction où on va, à quel point les politiques globalement vont pas dans la bonne direction, à quel point il faut écouter les scientifiques sur les constats et les solutions, pas que sur les constats, et les mettre en place surtout. Et donc ça, c'est le rôle des politiques, mais il ne faut pas que chacun se décharge sur les autres. Il faut que les citoyens prennent leurs responsabilités, à la fois en aidant des associations, en faisant des actions concrètes, en votant pour des politiques efficaces. Et il faut que les décideurs mettent en place ces politiques. Oui, et d'ailleurs, on verra aussi ce qui va se passer, parce que l'année prochaine, nous avons une élection présidentielle en France, et ça, c'est quelque chose peut-être qui fera réagir aussi.
aussi. Vous, c'est important aussi pour vous de vous dire que la population française, en tout cas une partie, se mobilise. Vous le sentez aussi quand vous parlez avec des Français peut-être? Oui, il y a toute une partie de Français extrêmement mobilisés et qui agit sur le terrain. Il y a énormément, une multitude d'associations qui font localement des actions formidables, bénéfiques pour le climat, pour la biodiversité, qui s'entraident, qui ont des bonnes solutions, qui les mettent en œuvre. Donc oui, ça aussi, ça donne espoir. Et puis à nous aussi, journalistes, de continuer à mettre ça en avant parce que c'est important. Exactement. Et merci à vous justement d'avoir été avec nous. Et puis écoutez, on continue à croiser les doigts et à garder l'espoir parce que c'est ce qui est le plus important. Oui. Merci.